Donc aujourd'hui, nous faisons un canapé RH un peu exceptionnel. Nous faisons le retour, la restitution des résultats de l'enquête Eurecia que nous avons lancée il y a quelques jours auprès de 350 professionnels RH. Cette enquête a pour but vraiment de mesurer l'impact qu'a eu cette année 2020 bien mouvementée, hein, disons-le. Pour cela, j'ai fait appel à Alexandra de chez Eurecia qui s'est chargée de l'enquête Eurecia, qui va nous restituer les résultats, ainsi que exceptionnellement aussi quatre témoins. Donc ici, c'est Girl Power aujourd'hui, hein, que des filles, mais ça fait plaisir. Merci à elles. Il y aura Alexandra, Louise, Laure et Mathilde qui nous fera un petit retour d'expérience selon ces résultats. Donc, au programme de ce canapé RH, restitution et témoignage. Nous ouvrirons bien sûr les micros comme d'habitude pour faire des échanges, pour parler entre nous, se poser des questions, s'échanger des bonnes pratiques. Et j'aurai l'honneur de laisser le privilège à Louise, qui est notre nouvelle DRH chez Eurecia, pour conclure et nous donner son avis sur cette année 2020 et nous donner des petits tips pour 2021. Voilà, donc je vais laisser Alexandra se présenter et nous restituer les résultats par la suite. Oui, merci Jennifer et bonjour à tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre enquête. Effectivement, cette enquête, en fait, c'est une envie commune que l'on a eue avec l'équipe de com de Ressia. Donc, on s'est lancé ce pari un peu fou de lancer une grande enquête pour avoir un peu un retour d'expérience sur le vécu des responsables RH, en tout cas des fonctions RH dans les PME, notamment les PME françaises. Donc, on a imaginé une dizaine de questions qui permet d'avoir une vue assez large finalement de ce qu'est l'état d'esprit, de quelles ont été les difficultés ou au contraire les succès qui ont pu être vécus pendant cette année 2020. Est-ce que mon partage d'écran est bien actif, Jennifer? Oui, on Oui, voit bien bon, ton c'est écran. super. Avant de vous donner les résultats de l'enquête et de démarrer cette session, on voulait, Jennifer et moi, connaître votre état d'esprit du jour. Avant de parler du passé, parlons du présent. Comment vous vous sentez aujourd'hui, là, le 15 décembre à 14 heures? Donc allez-y, votez. Donnez-nous un peu votre humeur du jour. Vous pouvez voter directement sur le sondage qui s'affiche sur votre écran. J'attends que tout le monde réponde. Nous sommes à 65% de réponses. Voilà, Un je petit vois que clic. ça vote. Si vous ne dites pas vraiment bien en majorité, promis, on vous dit une blague à la fin. Donc, bon, on a un échantillon de 80%. Donc, je vais vous partager les résultats. Donc, mais pour quand même, on est plutôt de bonne humeur. C'est quand même un bon signe. Ah, vous m'avez fait peur. Je cherchais une blague. Je n'avais pas Gazebo Toto en tête. Bon, ça fait du bien de voir que vous allez bien, que vous vous sentez en forme, parce que ce n'était pas forcément le cas. Il y a quelques mois, une des premières questions soumises sur l'enquête, eh bien, c'était de savoir en tant que professionnel RH comment vous avez vécu cette année 2020. Et on voit que globalement, ça a été une année difficile, hein. On a seulement 15% qui estiment être passé au travers des gouttes, hein, et avoir vécu sans trop de difficultés cette année 2020. Bien sûr, on n'a pas été étonné de ce résultat. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre l'accent sur les points de difficulté que vous avez rencontrés et surtout des solutions de contournement que vous avez dû trouver et d'arriver avec ça, de tracer tous ensemble un peu les orientations de l'année à venir. Sur cette enquête, comme l'a dit Jennifer en préambule, on a eu 350 répondants
pour vous donner des précisions sur la répartition peut-être des fonctions RH qui ont répondu, 50% des réponses viennent de représentants de la fonction RH dans des entreprises de moins de 100 salariés, donc TPE et PME. 27% sur un effectif de 100 à 500 et le restant, donc 23%, pour des entreprises de plus de 500. Donc on a ici une représentation, je pense, assez proche de ce qui doit être un peu la représentation de la fonction RH dans les entreprises françaises, puisque c'est surtout un maillage de PME en France. Sur les résultats de cette enquête, pour faire le bilan de l'année, on vous a demandé quel était le sujet, quels avaient été les sujets sur lesquels vous aviez passé le plus de temps. Et on va le recouper peut-être avec les réponses et les témoignages que j'ai pu avoir par téléphone pour celles qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Globalement, le point le plus important, et là encore, ce n'est pas une surprise puisqu'on était dans une crise sanitaire, c'est la partie santé et sécurité. C'est ce qui vous a le plus préoccupé, mais c'est aussi peut-être ce qui a été le plus long, puisque encore aujourd'hui, on n'est pas sorti de cette crise sanitaire et vous devez encore au quotidien eh bien, être le garant du respect des protocoles sanitaires. Donc ça, c'est le premier point, hein, celui qui vous a pris le plus de temps. Le deuxième point, et c'est de toute façon ce qui fait le quotidien de votre fonction, c'est l'administratif et le légal. Et là, on retrouve dans les sujets les plus préoccupants la gestion de la paye, la gestion de l'activité partielle, donc vraiment au plus dur de la crise. Au cours du printemps 2020, vous avez dû gérer cette situation exceptionnelle et inédite pour la plupart d'entre vous sur la mise en place de l'activité partielle, avec des sujets aussi qui étaient pas forcément des informations en tout cas qui n'étaient pas forcément toujours faciles à trouver, certaines qui étaient contradictoires. Bref, beaucoup de temps passé à aller chercher l'info et à la traiter correctement pour avoir une restitution en paye correcte. Alexandra, excuse-moi, je te coupe. Oui. On me demande si tu peux parler un petit peu plus fort. Alors, je ne sais pas si c'est ton micro. Alors ça, c'est la première fois qu'on me le dit, parce qu'en général, j'ai essayé de parler un peu plus fort. En bilan sur cette année 2020, l'une d'entre vous m'a dit au téléphone, si on a survécu à cette année, on peut tout affronter. Ça y est, je crois qu'on a vécu les conditions de travail les plus déstabilisantes, inédites, stressantes, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est des mots que vous avez tous employés. Donc c'est vrai que cette année 2020, elle a été éprouvante à bien des égards et aussi à titre personnel, on ne le néglige pas. Aujourd'hui, vous êtes au top et vous vous sentez a priori mieux. C'est peut-être aussi la perspective des vacances, mais je pense que vous avez eu aussi individuellement des difficultés à affronter à titre personnel et il a fallu jongler avec les contraintes et les obligations professionnelles. Alors, on va passer peut-être à l'autre étape. Alors, j'essaye en même temps de dérouler mon support. Voilà. Ce qui vous préoccupe aujourd'hui... Ah, pardon, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est aussi d'essayer de découvrir ensemble quels sont, du fait de cette crise hors du commun, quels sont les sujets qui vont faire votre quotidien de 2021. Alors, on va partir du postulat que les choses vont s'arranger, qu'on va revenir sur un fonctionnement de travail peut-être plus serein, en tout cas moins de surprises. Mais il n'empêche que sur la partie administration et légale, par exemple, qui est un de vos sujets quand même prioritaires,
On a fait le constat, et c'est remonté de manière assez importante dans le résultat de l'enquête, que 30% des répondants avaient changé, par exemple, leur méthode de traitement en paye. Donc, il y a eu, alors moi je ne saurais pas le décrire, mais un impact fort sur vos fonctionnements propres, hein, sur vos méthodes de travail. Et la paye fait partie d'un des points qui a été fortement impacté. Alors, pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure, notamment liée à l'activité partielle, mais peut-être que du coup, vous avez pris de nouvelles habitudes de travail et que vous allez, sur 2021, aborder les choses un peu différemment. Sur le graphe que je vous propose à l'écran, vous voyez que les outils qui ont été vraiment vos incontournables pendant la crise, en priorité, ce sont 2 outils de communication. Par force, puisque vous avez vécu éloigné de vos collaborateurs, de vos salariés, et qu'il a fallu du coup se familiariser avec des modes de communication digitaux ou le téléphone, hein, évidemment, pour communiquer régulièrement avec les collaborateurs. Alors, on le verra tout à l'heure dans les outils de communication, il y a eu différentes tentatives et différentes découvertes pour essayer de formaliser la communication avec les salariés un peu différemment. Et un des outils qui est apparu aussi comme un élément essentiel, c'est le dieu Excel, qui est souvent votre meilleur ami, et aussi votre SIRH pour ceux qui ont la chance de pouvoir travailler avec cet outil-là. Donc, vous voyez que sur 2021, l'enjeu de la digitalisation, c'est un enjeu très fort, à la fois comme outil métier, mais aussi comme outil de communication avec les collaborateurs, parce qu'on le verra, cette situation en éloignement des salariés, elle va très probablement perdurer. Si à ce stade-là, vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas dans le chat à intervenir. Au niveau des chantiers de 2021, on a aussi la question de la santé et de la sécurité au travail, et notamment des risques psychosociaux. Là aussi, vous avez été assez nombreux à indiquer que l'humain, c'est même pas assez nombreux, c'est très massivement, vous avez indiqué que l'humain était vraiment à mettre au centre de vos priorités et de votre mission. Alexandra, qui est avec nous et qui représente la société Netschref, je l'ai bien prononcé, Alexandra? Oui, parfait. Voilà, merci d'être avec nous. Vous avez notamment insisté quand on a discuté ensemble sur l'évidence de votre rôle aux côtés des salariés. Vous m'avez dit qu'il y a des tas de sujets, notamment sur la question administrative, que je peux déléguer ou sur lesquels je peux trouver des réponses en dehors de l'entreprise. Mais par contre, l'écoute envers les collaborateurs et la prise en compte de leur bien-être ou de leur mal-être, il n'y a qu'auprès de moi finalement que ça peut se cristalliser. Oui, c'est exact. Ça a été assez difficile pour cette période et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si les personnes, quelques salariés ne trouvent pas la réponse auprès de leur manager ou n'osent pas poser les questions auprès de leur manager ou trouver un réconfort, et en fait, ils se retournent vers moi ou alors vers mon boss. Mais comme mon boss est assez occupé en général, donc il pense que c'est plutôt moi qui est tout le temps vert sur Teams ou des choses comme ça qui puisse leur apporter. Alors que ça soit un bonjour ou juste un petit mot de réconfort, mais on sent quand même une solitude chez eux et même un besoin que ça soit de parler ou que ça soit d'avoir une réponse voilà, à leurs questions personnelles aussi. Parce que des fois, malheureusement, ça part sur des questions personnelles également. Oui, c'est ça. Il y a aussi une détresse ou un mal-être personnel qui, du coup, parfois s'exprime. Et la fonction RH, pour vous, c'est aussi la fonction, vous m'avez dit, de prendre soin des collaborateurs, de oui, pas seulement gérer d'un point de vue administratif. Oui, alors moi, je peux expliquer aux gens, moi, déjà, à la base, je suis comptable, donc c'est vraiment de l'administratif pur et dur. Et j'ai été nommée RH qu'au mois de janvier.
Donc, nouvelle fonction, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai pas fait d'études non plus. Donc, j'ai un peu appris sur beaucoup le gros tas, en fait, je dirais. En fait, j'ai l'impression que l'administratif que je pensais un peu comme comptable qui est lié à la RH, en fait, ça s'est un petit peu enfin, vraiment, c'est devenu annexe. C'est vraiment l'écoute qui a été au centre cette année et répondre aux besoins des gens, mais besoins vraiment particuliers. Comme par exemple, ils ne m'appelaient pas pour leur paye ou pour leur chômage partiel, des choses comme ça. Ils m'appelaient plutôt pour est-ce que je peux venir chercher ma souris au bureau? Est-ce que je peux venir chercher mon bureau? Est-ce qu'on peut se voir quand même? Est-ce que je peux t'appeler? J'ai un petit souci avec mes enfants ou de garderie. Enfin, voilà, c'était des choses comme ça. Et par contre, j'ai pas eu de questions sur la paye, vraiment. Et vous me disiez aussi que finalement, vous ne saviez pas trop vers qui vous tournez à votre tour pour accompagner au mieux ces salariés et pour, par exemple, sur 2021, mettre en place une vraie prévention des risques psychosociaux. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous êtes sans réponse aujourd'hui. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pris sur moi et j'en ai parlé à mon boss aussi parce que bon, bah, moi, je ne peux pas tout me charger aussi de tout le monde. Je ne suis pas psy de formation. Mais par contre, c'est vrai que oui, vers 2021, on va peut-être se tourner sur une psychologue en ligne ou des choses comme ça, de la sophrologie, quelque chose à proposer aux gens, tout en les accompagnant parce que je sais qu'il y en a certains un suivi psy, ils sont fous, enfin, ils ont toujours cet a priori-là. Voilà, donc on essaye de voir ça pour l'année à venir, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas, en tant qu'humain, déjà on a nos propres problèmes, on ne peut pas, en plus, même si on les adore, on les aime, nos salariés, on ne peut pas prendre en charge leurs soucis. On a une question sur le chat qui nous demande comment vous avez structuré l'écoute dans notre entreprise. Alors, ça a été en fait pas du tout structuré. On répond aux gens quand ils ont vraiment un mal-être. Alors, je vois, en fait, ça a été structuré naturellement, dans le sens où si les gens me mettaient des gros warnings ou me téléphonaient sur mon portable perso, là, à ce moment-là, oui, c'est qu'il y avait vraiment une détresse. Parce qu'en fait, je leur ai donné aussi mon numéro perso pour si jamais ils avaient un problème. Après, on a structuré au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, au mois de décembre, on arrive où le téléphone perso, c'est vraiment pour une grosse galère. C'est vraiment dans les heures jusqu'à 20 heures, pas plus, parce que j'ai eu quand même quelques-uns qui m'ont appelé à 22 heures du soir. Voilà. Et on a mis en place une sorte de WhatsApp collectif. Alors, c'est anonyme, on a réussi à faire ça anonymement. Voilà, et les gens peuvent poser des questions. Alors, soit au groupe WhatsApp pour avoir une réponse collective, soit individuellement. Voilà. Ok. Et pardon, il y a une autre question que je trouve très pertinente. Où étaient les managers aussi à ce moment-là? Est-ce qu'ils n'étaient pas à l'écoute aussi? Ben, je ne connais pas bien les managers en tant que manager. Moi, c'est plutôt mes collègues du bureau. Donc, je ne sais pas comment ils managent leurs salariés. D'accord. Ce que je sais, c'est qu'il y en a certains qui, enfin, non, deux, trois, qui juste managent pour manager. C'est-à-dire qu'en dehors du travail, ils ne sont pas là. C'est-à-dire qu'ils finissent à 18 heures et pour tout ce qui est commerciaux, des choses comme ça, eux, ils ne sont pas vraiment managers, ils sont commerciaux. Donc, leur assistante qui a des soucis, ils vont leur répondre vite fait, mais ce n'est pas vraiment leur problème. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme et que eux, c'est plutôt des hommes, alors ils ont peut-être moins de sensibilité à se dire qu'ils en ont ras-le-bol des enfants, je ne sais pas, ou que le boulot, ça fait beaucoup trop en télétravail, plus la garde des enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, les managers, il y en a certains qui ont répondu présents, mais apparemment, leur présence n'était pas suffisante. Voilà. Au Merci travers de vos Alexandra. témoignages, il y avait pas mal de fois la question de la confiance aussi qui remontait. C'est peut-être plus difficile d'aborder son mal-être ou sa fragilité vis-à-vis de son manager plutôt que vis-à-vis de la fonction RH qui n'a peut-être pas de jugement de valeur vis-à-vis du travail de la personne.
Alors, ça, c'est sûr. De vous avez abordé ce point-là en tout cas. Vous me faites une transition toute trouvée, merci Alexandra, sur les outils de communication interne et plus globalement la nouvelle organisation du travail. Bien sûr, la distance a fait qu'il a fallu trouver de nouveaux modes de communication et une nouvelle manière de s'organiser à titre individuel et dans les interactions que l'on peut avoir avec les différentes équipes. Et alors du coup, on a évoqué un WhatsApp professionnel. Donc, bref, on a tenté plein de choses. On a découvert de nouveaux outils de communication. Ce canapé RH, tu peux en témoigner, Jennifer, est né en confinement et on est en décembre 2020. On fait toujours des canapés RH et a priori, c'est un format qui devrait perdurer parce que J'espère. en mars, c'est né d'un besoin d'échanger, de communiquer, de partager, c'est ça, Jennifer? Ah oui, complètement, oui. On a essayé de trouver quelque chose qui répondait aux attentes du moment. Et effectivement, ça correspond plutôt bien, je dirais. Bon, en tout cas, on sait tous faire des réunions en visio, on sait tous animer un événement à distance, participer, interagir sur des plateformes Zoom ou autres. C'est devenu une habitude de travail et en termes de communication interne, c'est un sujet sur lequel enfin moi en tout cas, je ne vous attendais pas forcément, je ne pensais pas que vous étiez identifié sur cette partie-là et finalement, vous avez eu fort à faire. Sous couvert de l'organisation du travail, vous avez dû pour certaines vous organiser, vous improviser responsable de la com interne. Parce que, comme l'a dit Alexandra, il fallait bien répondre aux collaborateurs quand ils avaient des questions et les informer. Je vais demander à Mathilde, qui est avec nous, qui représente la société Crafters, qui est une toute jeune TPE. Mathilde est une toute jeune responsable RH, qui a donc vécu sa première année de prise de fonction sur les chapeaux de roue. Et vous me disiez, Mathilde, que dans votre jeune entreprise, la culture d'entreprise, c'était plutôt l'oral, avec une manière de manager et de communiquer qui se faisait par l'oral sur l'open space et que d'un coup, l'open space n'existait plus. Il a donc fallu trouver une nouvelle manière d'échanger entre vous. Exactement. Nous, donc, on travaille en open space. On a les managers et tous les collaborateurs donc, qui travaillent dans un même espace de travail. Donc, quand on a eu le premier confinement, ça a été un gros chamboulement pour nous. Donc, on a eu la chance d'être dans une démarche de digitalisation depuis déjà quelques années. Donc, on était plutôt équipés en matière d'équipement. Par contre, ça a été vraiment une éducation à refaire des collaborateurs et des managers de passer par de la communication écrite. Il y a plein d'informations, on s'est rendu compte qu'ils passaient de manière assez informelle, c'est-à-dire qu'on est en open space, on donne une information à une personne, on sait que telle autre personne est dans la pièce, donc forcément, on sait que cette personne a une information. Alors que là, pendant le confinement, il a fallu ou faire un mail à tout le monde, ou quand on a une personne au téléphone, il ne faut pas oublier d'appeler l'autre personne et de lui donner le même son de cloche pour que l'information reste quand même assez uniforme. Et voilà, c'était vraiment pour nous la difficulté principale qui s'est posée pendant ce confinement. Et vous me disiez que finalement, la solidarité et la cohésion d'équipe, elle n'avait pas été tellement bouleversée sur la première partie de l'année, sur la phase de confinement, mais que par contre, là, ça devenait beaucoup plus difficile à tenir. C'est ça. Pendant le premier confinement, finalement, ça a été... la communication a été altérée et les échanges un peu aussi, mais c'est vraiment sur le deuxième confinement que nous, je trouve qu'il y a eu une baisse de morale impressionnante dans l'entreprise. On a la chance d'être dans une petite entreprise où on a à peu près tous le même âge et du coup, on a des facilités à communiquer parce qu'on est quand même assez proche à l'extérieur du travail. Donc, je pense que ça a été très bénéfique pour nous. Ça a facilité le fait qu'on prenne le téléphone pour appeler telle personne
Et puis, ça a facilité aussi les échanges pas strictement professionnels. On a pu un peu élargir la conversation à un autre domaine, le domaine privé, parce qu'on connaît le contexte de chaque personne. On sait si elle a des enfants, on lui demande comment ça se passe. On sait, voilà, si une personne est seule et isolée, bah, on l'appelle aussi beaucoup plus facilement. Donc ça a été... ça nous a bien aidé. Et donc, oui, pendant ce deuxième confinement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est la lassitude, si c'est la fin de l'année, si c'est aussi à la fin du premier confinement, on a quand même des résultats dans l'entreprise qui sont assez remontés. Et puis ce deuxième confinement nous a remis un coup dans notre progression. Et du coup, je pense que ça a foutu un coup vraiment à toute l'entreprise. Et du coup, ouais, ça a été moins bien vécu. Et alors, vous m'avez raconté un peu l'anecdote, les différents errements au niveau des outils de communication. Vous avez tenté plein de choses. Oui, donc nous, le premier outil qu'on a mis en place, c'était Slack. On s'en servait déjà avant le confinement, donc messagerie instantanée interne. Ça permet de communiquer directement avec une personne, mais ça permet aussi d'avoir ce qu'on appelle des canals. C'est des groupes qui sont créés et voilà, on peut créer un groupe par service. Et nous, on avait aussi un groupe général à toute l'entreprise. On faisait passer des informations qui concernaient toute l'entreprise. Moi, j'aimais bien aussi communiquer, par exemple, les dates d'anniversaire, où je disais « Coucou, c'est l'anniversaire de telle personne aujourd'hui ». Donc, du coup, ça permettait à tout le monde d'interagir entre elles. Ça créait du lien. Et par contre, la limite de Slack, c'est que dans la version gratuite, on n'a pas la possibilité de faire des visioconférences à plusieurs. Du coup, on est passé sur un autre outil parce qu'on a une partie des collaborateurs qui sont un peu geeks. Donc, on a utilisé l'outil Discord qui est très connu des gamers. Et du coup, Discord a l'avantage d'être gratuit, de proposer des visioconférences en direct avec une seule personne, mais aussi avec plusieurs personnes. Donc, c'est l'outil que nous avons mis en place pendant ce deuxième confinement et qui va certainement perdurer. On va passer vraiment... on l'a mis en place dans certains services et comme on a vu que ça marchait bien, on est en train d'essayer d'intégrer tout le monde à cet outil. Et du coup, ces décisions-là, c'est des décisions que vous avez prises avec les managers ou ils vous laissent carte blanche sur le sujet? Ce sont des décisions qu'on a prises de façon commune et puis finalement, sans que ça soit tant officiel, ça s'est fait naturellement. tout seul. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un premier petit groupe qui s'est mis sur Discord parce que ça leur facilitait la vie. Et puis après, ils nous ont mis dans notre petit Slack général, ils nous ont dit coucou, nous on est sur Discord, ça marche plutôt bien. Est-ce que ça vous dit qu'on passe tous dessus? On a tous un peu testé l'outil et finalement on s'est dit bah oui, complètement, c'est pas mal, ça nous offre des choses qu'on n'a pas sur Slack. Et du coup, bah voilà, on passe tout le monde dessus. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, l'initiative, on encourage chaque collaborateur à être force de proposition. Et du coup, cet outil-là est venu d'un collaborateur qui est un peu geek, qui est gamer, qui aime bien jouer et qui utilise ça dans ses loisirs et qui nous a dit ça peut être complètement approprié à notre activité professionnelle. Je suis sûre que dans les TPE ou même dans les PME, vous avez pour certains vécu à peu près le même type d'errement et de recherche de la plateforme idéale. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous donner vos bonnes pratiques ou vos bons tuyaux en la matière. En tout cas, c'est certain, la digitalisation de la communication entre équipes, c'est vraiment un sujet qui va être, à mon avis, maintenu et peut-être même encore amplifié en 2021. Le dernier point que je voulais aborder sur cette restitution, c'est la question du télétravail. Là encore, chacune d'entre vous, dans vos témoignages, m'a fait part de ses difficultés ou de ces questionnements sur la mise en place du télétravail. Alors, selon la taille de l'entreprise, c'est plus ou moins structuré par une charte ou par des bonnes pratiques ou des habitudes de travail qui existaient déjà. En tout cas, c'est une certitude. Le télétravail va perdurer. Et on voit sur les statistiques là que j'ai issues cette fois-ci d'une étude ANDRH qui date de juin 2020 que plus de 80% des RH sondés estiment que le développement du télétravail est souhaitable et que de toute façon, ils vont étendre le nombre de postes éligibles au télétravail.
de manière forcée ou de manière volontaire. Et on s'oriente très probablement vers une situation hybride de présentiel et de télétravail. Alors juste un petit questionnement pour toutes les trois, Mathilde, Louise et Alexandra. Est-ce que c'est la situation dans vos entreprises? Est-ce qu'il y a du présentiel et du télétravail à l'heure où on se parle? Mathilde, peut-être? Alors oui, nous, on combine les deux. Parce que le télétravail, c'est très intéressant et on en a trouvé les bénéfices. Par contre, ça a aussi ses limites. Le 100% télétravail est néfaste autant pour l'entreprise que pour le collaborateur lui-même. Du coup, on a décidé d'effectivement combiner les deux et ça marche plutôt bien. Alexandra, Alors nous, effectivement, on a mis aussi en place le télétravail jusqu'au déconfinement. Une grande partie de nos salariés étaient confinés comme tout le monde. Après, on a déconfiné en même temps que le gouvernement. Donc, en fait, on a fait des rotations. Les gens viennent pour l'instant, parce que pour l'instant, ce n'était pas encore décidé, pour l'instant, ils viennent entre 1 et 2 jours de présentiel par semaine. Sauf pour certains cas, comme je vous disais la dernière fois au téléphone, certains cas ont été avérés, alors pas de Covid-19, mais il y a une personne chez nous qui a atteint d'un cancer des poumons, donc elle, on lui a dit qu'elle restait chez elle, et un autre qui donc a un diabète de type 2 qui a été déclaré là aussi récemment, donc pareil, on a pris toutes les précautions, on lui a dit de rester chez lui, tout en sachant que on a réussi à faire une entraide entre voisins, si je peux dire, de bureaux. C'est-à-dire que les gens qui habitent à côté de ces deux personnes-là vont, entre guillemets, les voir pour leur passer des papiers qu'ils auraient imprimés, qui ne peuvent pas avoir d'imprimante, des choses comme ça. Voilà. Donc, ça a été mis en place très récemment, juste là. On a décidé ça jeudi. Donc, vous voyez. Vous m'indiquiez que vous aviez également, au niveau de l'organisation des horaires de travail, vous aviez remis en place finalement des horaires fixes, là où il y avait en présentiel plus de latitude sur l'heure d'arrivée et l'heure de départ des collaborateurs. Là, désormais, tout le monde est connecté, qu'il soit en présentiel ou en distanciel, en gros entre 9h et 18h. Oui, voilà, en fait, parce qu'au début, c'était un petit peu, tout le monde fait ce qu'il veut, c'était un petit peu, voilà, ah bah tiens, je commence à 9h ou après avoir été poser les enfants et tout ça. Donc, finalement, on a demandé quasiment à tout le monde sur leur portable. Alors, on n'a pas de portable personnel, mais les portables professionnels, on a tous distribué un portable professionnel aux gens pour qu'ils puissent installer Teams et à partir de ils sont tous connectés, donc obligatoirement de 8h30 à 17h ou de 9h à 18h pour ceux qui ont des enfants ou des particularités comme des rendez-vous chez le médecin assez tôt. Voilà. Donc, mais obligation d'être connecté. Voilà. Après, le statut peut changer dans la journée, mais pas le droit d'être absent tout le monde. Ouais. Voilà. Et Louise, tu peux nous faire un récapitulatif de ce qui se passe chez Eurecia, même s'il y a un petit échantillon? Chez Eurecia, il y avait déjà du télétravail, une journée de télétravail qui était mise en place. On constate que le premier confinement a su démontrer qu'on pouvait travailler en télétravail. Enfin, voilà, je pense que globalement, au-delà de Eurecia, les entreprises se sont rendues compte, celles qui étaient peut-être frileuses par rapport à ça, que finalement, on a su s'adapter, être flexible et s'organiser pour travailler quand même en télétravail. Et puis, le deuxième confinement nous a fait prendre conscience que oui, ok, on peut faire du télétravail et trouver des solutions d'organisation, mais le besoin de contact physique, le besoin de lien est super important et nécessaire aussi pour la bonne organisation. C'est ce que disait Mathilde. Voilà, on a eu 2 salles, 2 ambiances entre premier confinement, deuxième confinement. Et donc, on voit bien que, comme dans tout, c'est souvent un équilibre qui permet une meilleure organisation. On a pu apprendre du premier confinement où on était vraiment à 100% en télétravail que c'est possible et je pense que ça a déverrouillé certaines appréhensions de certaines entreprises à aller vers cette nouvelle organisation de travail. Mais
n'oublions pas qu'on est une équipe et que l'équipe, pour qu'elle puisse fonctionner le mieux possible, elle a besoin de liens. Et télétravail ou pas télétravail, ce lien, il est nécessaire, quoi qu'il arrive, dans l'entreprise. Et la vie fait que des fois, ben voilà, Covid arrive, on est obligé de s'organiser, de trouver des nouvelles méthodes de travail, mais ce qui ressort, c'est que nos basiques du quotidien, de management, de suivi des collaborateurs, d'accompagnement, d'écoute, de soutien, sont toujours là en fait. Il y a juste des outils différents qui vont nécessiter un réapprentissage, mais finalement, nos basiques sont plus que nécessaires dans ces périodes de difficulté. Et le métier de RH et tout ce que les RH peuvent apporter à l'entreprise prend tout son sens dans ces moments d'adversité où on doit retrouver du lien plus que jamais et donc faire preuve de flexibilité. Et les RH, je pense que ça a été une vraie opportunité de démontrer cette capacité de flexibilité qui n'est pas toujours perçue pour ce métier, qui est souvent très vécu comme administratif. Et on se rend bien compte que ce métier évolue de plus en plus vers de l'agilité, de la communication. C'est vraiment le cœur du sujet RH, qui soit après sur des sujets administratifs, des sujets de recrutement ou autres. La base de tout, c'est le lien qu'on peut apporter, c'est l'huile dans les rouages que les représentants des RH apportent dans les entreprises. Maintenant, que ce soit en télétravail ou en présentiel, les basiques doivent toujours être présents et plus que jamais. Du coup, Jennifer, je pense que c'est l'occasion peut-être de faire participer. Oui, alors oui, parce que j'allais dire, le temps passe très vite, c'est déjà 3h moins 20. Donc, on va ouvrir un peu les micros. La parole est à vous. Alexandra, est-ce que tu peux enlever la présentation, s'il te plaît? Oui, donc, justement, justement, partage d'écran, c'est ça? oui, enlever la partage d'écran, ouais. Au moins, on verra plus Voilà. Voilà, tout le monde. Voilà, est-ce que quelqu'un voudrait rebondir un peu sur ce qui a été dit, nous donner un retour d'expérience de notre côté qu'on n'aurait pas eu suite à ces échanges du début? N'hésitez pas pour prendre la parole. Bonjour Laure, Laure de l'autre côté de l'Atlantique. Je fais juste une aparté en fait. Laure, qui va prendre la parole, est aujourd'hui à Montréal. C'est une Française expatriée à Montréal et on a discuté ensemble de son expérience, du coup, parce que à Montréal aussi, ils ont été touchés par cette crise sanitaire, même si elle a été vécue un peu différemment qu'en France. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide retour d'expérience, Laure, et puis de votre point de vue aussi sur l'évolution de votre métier? Oui, bon, d'accord. Ah, on vous entend très mal. Vous m'entendez mieux? Un peu mieux. J'espère que vous m'entendez correctement. Oui, effectivement, à Montréal, nous aussi, nous avons vécu le confinement. Au niveau du télétravail, quand j'entends les différentes expériences, nous, le télétravail fait partie de nos outils de travail depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui a été mis en place, notamment à Montréal, par rapport à ma compagnie qui est nationale. Parce que les pratiques, je ne peux pas parler, j'imagine que c'est complexe, les employés qui perdent une heure votre pratique, il a fallu qu'on s'adapte et qu'on attire aussi des employés. Alors, je suis désolée, Laure, on vous entend très très mal. Je pense qu'on... je ne sais pas si c'est votre micro. Vous avez peut-être enlevé le casque, ça va? Est-ce que vous m'entendez mieux? Je pense que c'était le casque qui ne marchait pas, non? D'habitude, non, je ne sais pas. Je n'ai pas la même plateforme d'une Zoom, mais peut-être que c'est ça. Donc oui, je disais à Montréal, effectivement, on a vécu le confinement. Pour ma part, dans ma compagnie, nous sommes déjà adeptes du télétravail depuis de nombreuses années. Ça fait partie de nos atouts d'attraction, de rétention des employés. On vit une très grosse concurrence, on vit du recrutement. C'est très difficile, on a de la pénurie, et malgré la diversité
et l'immigration au Canada. Donc, le télétravail, on l'étudie, on avait parlé de package, du coup, on a bien décidé, mais c'est intégré. Et toutes les professions, tous les postes dans ma compagnie peuvent être travaillés à distance, le font. Et on a une très grande liberté au niveau des horaires. Les employés peuvent se connecter de 6h du matin à 22h le soir, sans problème. Ils gèrent leur temps et gèrent mieux la performance. Donc, en termes d'outils, on recherche plus des outils pour gérer la performance et garder les employés motivés. C'est tout ça. Excusez-moi, Laure. Excusez-moi, c'est que c'est vraiment pas vraiment audible. Enfin, on entend des briques, mais je sais que Alexandra, tu avais déjà échangé avec elle. Tu m'avais fait un rapide retour. Je pense qu'on peut peut-être Oui, résumer. en fait, je vais être obligée de synthétiser un peu ce que vous vouliez dire, Laure, et puis peut-être qu'on pourra faire un format Désolée. écrit ou un autre témoignage, parce que c'est vrai qu'on vous entend très mal. En fait, Laure indiquait que vraiment la possibilité d'offrir ces 100 termes du télétravail aux salariés était un incontournable à Montréal, et que c'était vraiment une pratique quasi obligatoire pour les employeurs, pour avoir de l'attractivité et pour avoir une marque employeur qui soit voilà, intéressante vis-à-vis des collaborateurs. Et que donc c'était une pratique, elle était étonnée qu'en France ça ne soit pas vraiment répandu et qu'on ait découvert ça finalement du fait de la situation sanitaire. Donc c'est vraiment une pratique qui est ancrée, qui est incontournable, et qu'aujourd'hui, sa problématique, c'était plus finalement d'arriver à être plus pertinent sur le suivi des collaborateurs, parce que la question de l'organisation du travail, elle était rodée, mais que ça ouvrait maintenant peut-être d'autres biais ou d'autres enjeux vis-à-vis du suivi du collaborateur en télétravail. Très bien, merci. Du coup, voilà, merci Laure pour ce retour. Oui, merci. Vu de l'autre côté de l'Atlantique, un des messages forts qu'elle voulait aussi faire passer, c'était que vraiment la fonction RH était perçue comme une fonction business, et que c'était pour elle un business partner, que c'était vraiment une fonction qui n'était pas perçue que comme une fonction administrative, mais que c'était un véritable levier de richesse et de transformation pour l'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai retracé un petit peu l'essentiel. Oui, merci Alexandra. Je vois qu'il y a une question de Lionel sur le chat. Peut-être qu'il pourrait nous la poser en direct. Je vois qu'il y a la petite caméra. Oui, bonjour. C'est pour Mathilde. Vous avez dit que le télétravail à 100% était néfaste pour l'entreprise et pour le collaborateur. Alors cette question me pose peut-être problème, parce que moi je vais entrer dans un stage en janvier de 6 mois business développeur, 100% télétravail. Donc je suis très intéressé à savoir en quoi est-ce que 100% télétravail est néfaste pour le collaborateur, et d'autant plus pour l'entreprise, puisqu'il s'agit d'une entreprise qui tend à se développer. Donc est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Merci. Alors, j'ai récemment passé mon master, et du coup, j'ai fait ma soutenance sur le thème du télétravail et de la digitalisation du temps et de l'espace de travail. Du coup, si ça vous intéresse, je pourrais même vous envoyer du coup cette présentation, parce que j'ai des études qui vont en ce sens. En fait, le télétravail à 100%, le problème, c'est que ça amène à on parlait beaucoup de cet esprit d'équipe et de l'importance du sentiment d'appartenance que doit avoir le collaborateur vis-à-vis de l'organisation pour pouvoir avancer dans une même direction, avoir un objectif commun et fédérer vraiment l'équipe. Et du coup, quand on est en 100% télétravail, cette communication et cet esprit d'appartenance est altéré, et du coup, voilà, il y a tendance à se dissiper. Ouais. Exactement, et puis on a un risque de désengagement, d'isolement. Voilà, je pense que c'est comme tout, c'est une question de dosage, et que du 100% télétravail, on n'en tire plus autant de bénéfices que si on le faisait de manière alternée. Merci.
D'accord, merci. Oui, je veux bien si je veux bien que vous m'envoyiez La présentation? Bon, votre... on demandera à Mathilde qu'elle nous, on la mettra dans le Voilà. compte rendu. Si elle D'accord. veut bien. Super. Merci beaucoup, Mathilde. Est-ce que quelqu'un, parce que je vois que le temps s'écoule, est-ce que profitons de ces quelques minutes pour prendre la parole? Moi, je veux bien. Oui. Bonjour. Bonjour Marie-Louise. Bonjour. Moi, je pense que le télétravail, ça peut être néfaste s'il est subi, en fait. Voilà. Moi, je suis dans la fonction publique de l'État et je suis dans le ministère de l'Enseignement, en fait, et je me suis rendu compte que le télétravail, il y a beaucoup de freins, en fait, au niveau encore du management pour le télétravail. Ça a du mal à rentrer dans les mentalités. Pourtant, on a pas mal de fonctions aussi qui se prêtent au télétravail, mais voilà, il y a cette peur de management, effectivement, de perdre la main sur les agents, de ne pas savoir vraiment ce qu'on fait. C'est encore un peu dans les mentalités de se dire télétravail, on ne fait rien à la maison, alors que le premier confinement et même le confinement actuel prouvent justement que heureusement qu'il y a le télétravail, parce que je ne sais pas comment on aurait fait en fait. Voilà. Après, je pense que le télétravail, c'est très bien parce que, outre l'aspect sanitaire, mais aussi l'impact que ça a sur l'environnement, moi, c'est un sujet sur lequel je suis très sensibilisée. Je pense que limiter les déplacements, limiter les sources de pollution, c'est voilà, c'est pas qu'un impact sociétal, c'est un impact sociétal et environnemental aussi. Voilà. Mais après, il faut que le télétravail, il est très bien, s'il est vraiment consenti des deux côtés, parce qu'effectivement, moi, je suis au CHSCT et on voit bien qu'il y a effectivement des collègues qui ont des problèmes, voilà, qui se sentent seuls, qui se sentent isolés. Donc, c'est aussi, je pense, le côté néfaste, dont parlait Mathilde, du télétravail, en fait. Très bien, merci Marie-Louise. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir ou poser une autre question? Je vois que dans le chat, il y a quelques questions. Est-ce que vous pourriez les poser Oui, en Angéline, live? enchantée. Oui, Pardon. bonjour Angéline. Angéline du Mercato de l'Emploi. En fait, je suis consultante indépendante en recrutement et je rebondis un peu là-dessus sur le télétravail. Et c'est vrai que, voilà, pour l'avoir vécu aussi, j'ai fait un stage tout en télétravail et c'est juste, entre guillemets, horrible de subir ce télétravail. Surtout que, voilà, comme a dit Mathilde, en fait, il y a comme un désengagement. Voilà, c'est ce côté appartenance. En fait, on a l'impression de ne pas appartenir en fait à l'entreprise, même si on fait partie d'un groupe WhatsApp ou même s'il y a des réunions. La communication, des fois, elle peut être mal perçue, ne serait-ce que des tournures de phrases, par exemple. Parce que l'entreprise est stressée, parce qu'elle n'a pas le temps, ou parce que pour elle, c'est assez compliqué de gérer une personne à distance. Et du coup, en fait, on subit ce stress. Et c'est pareil, c'était une entreprise qui démarrait, qui se développait. Donc, puis, en stage, il ne faut pas se leurrer, mais il faut déjà être opérationnel, même si c'est qu'un stage. Donc voilà, je pense qu'on a beaucoup plus de choses sur ses épaules quand on est en télétravail et surtout quand on le subit et surtout quand on démarre et que l'entreprise se développe, enfin, je trouve. Après, merci pour ce retour, Angéline. voilà, donc beaucoup de communication, c'est super important. Même ne serait-ce que un peu de soutien psychologique, mais c'est important. Super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un qui serait un professionnel RH voudrait peut-être nous donner son retour sur cette année 2020, nous partager sa problématique principale qu'il ou elle a rencontrée dans l'année? Je vois celles qui ont les caméras, Pascal, Complice, Diane. N'hésitez pas. Oui, je sais. Plus. Bonjour, Complice. Bonjour. Comment dire, je pense que c'est comme tout, c'est une question d'organisation du travail. C'est-à-dire que le télétravail, il peut être à dose variée déjà suivant les personnes et suivant les managers et suivant l'équipe. Si on a une équipe assez soudée avec des objectifs clairs, des points sur l'avancée de l'activité du travail qui sont déjà installés hors 2020, il n'y a pas de raison de ne pas les faire en visio, quoi. C'est hyper facilement transférable en visio ou avec d'autres outils permanents. Si par contre, ce n'est pas installé avant, c'est-à-dire toutes les cultures d'entreprise où on n'a pas bien réfléchi au rituel de management, on n'a pas bien réfléchi au rituel d'avancée de la com, et ben c'est compliqué. Mais ce n'est pas le confinement qui crée ça. C'est la culture managériale et la culture RH. Et voilà, c'est tout. Donc, ça nous a... Je vois Louise qui nous montre un gros pouce, effectivement.
Ça nous invite à réfléchir à ça, c'est-à-dire les entreprises qui n'ont pas encore travaillé là-dessus, sur cette organisation du travail, sur comment on est en lien, comment on communique sur le travail et sur autre chose, comment nos managers ont un rôle, pas que de faire travailler, mais aussi d'écouter. C'est clair que de plus en plus, il faut former les managers à une écoute. Ils n'ont pas à devenir psychologues, mais ils ont à comprendre certaines bases sur le fonctionnement humain, et notamment le fonctionnement psychologique. Ils ne sont pas là que pour faire avancer le travail. Et quand on n'a pas ça, nous, on voit bien dans notre organisation, les managers qui sont bien dotés, on va dire, au niveau formation du fonctionnement de l'humain, ils managent bien mieux et le confinement a passé comme une lettre à la poste. Alors, on était équipés avant, nous, et on pratiquait déjà du travail en réseau avant. Et les managers qui ne sont pas bien outillés sur le fonctionnement humain, qui attendent, on va dire, que leurs collaborateurs sont un peu leur propriété. Tu es mon collaborateur, tu dois travailler pour moi. Et là, ça ne s'est pas bien passé. Voilà. Mais en fait, c'est qu'un reflet du manque de structuration et de rituels partagés sur le management et le RH. Super, mais merci beaucoup Complice. En tout cas, c'est vrai que ça résume bien finalement une vision de ce qui se passe aujourd'hui en France, parce que effectivement, Laure disait aussi, je me souviens des échanges avec Sandra que tu m'as remonté, les échanges pour elle à Montréal, de se dire que le télétravail c'était pas encore partout dans toutes les entreprises, ça paraissait fou. Effectivement, je pense qu'en France, on a un peu de retard sur certaines choses, y compris le management. Effectivement, voilà. On a la logique du contrat de travail. Le contrat de travail, c'est un lien de subordination. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Cette culture, elle est là. Elle est encore très présente. Et même, ce qui est très surprenant, chez des managers ou des patrons très jeunes, en âge, j'entends. D'accord. C'est pas que les anciens, c'est ça qui est très drôle. Nous, on le voit dans notre organisation, mais on fait partie d'un groupe, et donc dans l'organisation plus large. Et en fait, c'est plus une question d'âge ou d'expérience. Enfin, chez nous, c'est vrai. Et puis moi, j'ai lu des enquêtes qui le montrent ailleurs. C'est vraiment une question de... Je considère mon collaborateur comme un copartenaire ou je le considère comme ma propriété, mon exploitation qui doit produire. Alors, je dis des mots durs, mais c'est pour faire comprendre, c'est pour souligner le trait. Oui, non, mais, je vois tout à fait. Merci Complice. Je vois qu'il reste que 5 petites minutes. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir trop déborder sur le temps. Je vais proposer du coup à Louise peut-être de nous faire un dernier petit mot pour conclure ce canapé et conclure cette année 2020. et peut-être nous donner un peu de perspective sur le métier RH pour les années à venir. Et je vais rebondir sur ce que vient de dire Complice. J'adhère complètement et c'est une grosse partie de ma conclusion. Le Covid a remis en cause pour beaucoup de gens nos modèles classiques en France, en tout cas, de ce qu'on constate, de manière de voir la relation du travail. Et effectivement, ce rapport au contrat de travail et au lien de subordination, il est très présent en France. Moi, je vis ça en tant qu'RH comme une vraie opportunité pour réaffirmer l'importance du rôle des RH, qui est un vrai, au-delà d'un référent administratif, qui a une vraie mission pour vraiment accompagner les managers qui sont les premiers RH normalement dans l'entreprise, à vraiment se libérer de ce lien de subordination et à accompagner leurs équipes dans la responsabilisation et l'efficacité dans nos méthodes de travail. Le télétravail, pour qu'il soit efficace, ça implique qu'on accompagne nos collaborateurs de manière je dirais, le mot ne me vient pas, mais d'être très clair dans ce qu'on attend de leur mission. Donc, il y a une première chose qu'a révélé le Covid, c'est
le besoin de prendre soin, c'est Alexandra qui avait utilisé cette expression que je trouve très juste, c'est de, voilà, on a dû prendre soin de nos collaborateurs. Donc, dans prendre soin, moi, je mets tout ce qui est l'écoute. C'est vraiment le cœur de nos métiers et c'est indispensable d'être toujours dans un lien d'écoute avec nos collaborateurs, de les accompagner, qu'ils se sentent pris en charge, soutenus, qu'ils sachent que s'il y a quelque chose, ils ne sont pas tout seuls et qu'à tout moment, s'ils ont une difficulté, une problématique, un besoin de remonter une initiative, il y a quelqu'un qui est présent. Donc, le rôle des RH, suite au Covid, pour moi, il est vraiment, première mission, c'est ça. Prendre soin, accompagner, soutenir par les outils qu'on peut mettre, par l'écoute qu'on peut apporter, qui se sentent en confiance et en prise en charge, quoi. Et deuxième chose, c'est l'engagement et la confiance qu'on crée dans la relation de travail et pas le lien de subordination qu'on met en avant. Mais vraiment, ce lien de confiance entre un collaborateur et une entreprise. À partir du moment où on décide de signer ce contrat, et on signe un pacte de confiance. Et si on part du principe qu'on fait confiance à la personne qu'on a recrutée, parce qu'on sait les compétences qu'elle a, on sait qu'elle correspond à nos valeurs et à notre état d'esprit, et qu'on sait quelle mission précise on doit lui donner et que lui a des objectifs clairs, donc c'est tout ce qui est le management par objectif, vision, et bien là, il n'y a plus besoin de paniquer, de se dire comment on fait. Si on s'organise nous-mêmes, qu'on sait exactement ce qu'on attend des collaborateurs, leur feuille de route est claire, ils savent ce qu'ils ont à faire et il n'y a pas un besoin d'être continuellement derrière la personne, à fliquer ce qu'elle fait, à être… Voilà, c'est vraiment ce que disait Complice, c'est cet accompagnement, ce management, si on a une vision claire, ça se fait simplement. Par contre, il faut que la personne sente que si à un moment, c'est plus trop clair, si à un moment, elle a un questionnement, si à un moment, elle a une difficulté, on a des moments d'échange. Organisé, c'est mieux, mais possible informel de temps en temps aussi, où on peut l'accompagner pour débloquer quelque chose, pour juste écouter, pour prendre juste un bon temps ensemble. Donc, c'est à la fois mettre en place des entretiens d'objectifs, de vision, on se refixe bien où on va, on est au clair là-dessus. Des moments informels qu'on peut créer, des cafés virtuels, il y a plein de choses qui ont été mises comme ça, peut-être organiser des pauses déjeuner en ligne ensemble pour ceux qui veulent. Enfin voilà, continuer à constamment créer ce lien, en tout cas cette possibilité de lien pour que la personne qui est chez elle se sente connectée à l'entreprise quand elle en a le besoin et quand elle en a l'envie. Donc ça, c'est un vrai rôle pour les managers d'accompagner, pour les RH, d'accompagner les managers dans cette directive, c'est-à-dire leur expliquer comment on donne du sens à ses collaborateurs sur la mission attendue, comment on fixe des objectifs clairs et précis, atteignables bien sûr, mais pour qu'on puisse derrière, on sait quel objectif on a cette semaine, et donc quand on se fait notre point de débrief, on parle de cet objectif et on ne part pas sur 50 sujets et au moins on est au clair sur la mission à accompagner. Donc vraiment, deux rôles qui sortent suite à ce Covid pour les RH, c'est toute cette partie prendre soin, donc créer des moments de lien avec ses collaborateurs, des moments formels, des moments informels, et puis maintenir un management de proximité malgré l'écran, malgré la distance. Et pour ça, c'est accompagner les managers à faire de l'accompagnement par objectif, définir bien la vision de l'entreprise, donner du sens à la mission qu'il a à faire pour recréer de l'engagement. Et pour ça, il faut aussi suivre régulièrement le niveau d'engagement des collaborateurs. Alors, il y a plein d'outils maintenant qui existent par rapport à ça et ça permet, comme chaque métier a ses indicateurs, le chiffre d'affaires, la satisfaction client, d'avoir un indicateur d'engagement des collaborateurs qui permet, quand on sent qu'il y a un petit coup de mou, de reprendre contact, recréer du lien, aller questionner, réouvrir l'écoute auprès des collaborateurs pour pouvoir être tout de suite réactif par ce biais de cet indicateur d'engagement du collaborateur.
moi, je vois la plus grosse difficulté que je peux voir, une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est peut-être pour les nouveaux ou les stagiaires, voilà, les nouveaux collaborateurs qui arrivent. Donc, moi, je dirais attention, beaucoup de vigilance sur l'onboarding. Et donc, c'est créer un lien le plus rapidement possible avec son futur nouveau collaborateur, anticiper peut-être le pré-onboarding, donc créer du lien dès la validation de la promesse d'embauche, régulièrement communiquer de l'information, s'assurer que la personne a tous les outils dont elle a besoin pour travailler en télétravail en amont, s'assurer qu'elle a mis en contact les différents collaborateurs avec, enfin, le nouveau collaborateur avec ses différents interlocuteurs. Donc, c'est cette phase, ça nous demande ce travail en distanciel, d'être organisé en amont, de penser en amont à exactement ce qu'on souhaite faire, comment on souhaite organiser les choses. Et donc, ça nous demande un peu plus de rigueur parce que des fois, on se dit le collaborateur va arriver et puis je vais organiser au moment où il arrive tout ça, je vais aller l'accompagner, voir les gens. Ça demande effectivement un peu plus d'organisation. Mais finalement, une fois qu'on s'est organisé, qu'on sait quel objectif on est plus libéré après. Et donc, ça demande un peu plus de travail en amont pour être plus efficace après et moins à devoir gérer un manque d'organisation finalement. Et là, les RH ont un rôle hyper important de formation des managers, de les accompagner dans ce nouveau rôle qui finalement est leur véritable rôle, c'est-à-dire manager, animer une équipe, c'est anticiper, donner de la vision, donner des objectifs, organiser le travail et ce n'est pas faire à la place d'eux ou faire comme de compenser ce que le collaborateur ne pourrait pas faire parce qu'on n'a pas organisé et du coup, on est peut-être un peu en retard. Donc, pour moi, ce post-Covid, c'est une vraie opportunité pour les RH de montrer qu'on a besoin de personnes qui créent ce lien, qui accompagnent dans cette nouvelle vision du travail qui est plus un lien de confiance, plus qu'un lien de subordination. Super. Mais merci beaucoup pour cette conclusion, Louise. C'était très clair. Je vois dans le chat que certains voulaient prendre la parole. Je suis désolée, c'est déjà terminé. On a même un peu trop dépassé. En tout cas, je souhaitais à tous vraiment à vous remercier d'être venus, d'être fidèles jusqu'à la fin de l'année. Je vous retrouve en 2021, bien sûr, pour d'autres canapés RH. C'est la bonne nouvelle du jour. Comme d'habitude, je vais vous envoyer un petit compte rendu et vous envoyer le replay. Je glisserai aussi un petit sondage questionnaire pour savoir votre avis sur le format en général et pour me donner des idées d'amélioration. Donc, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vais lancer un petit sondage ici et maintenant pour vous prendre votre avis sur ce canapé RH. Mais en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. La team Eurecia aussi se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes. J'espère qu'on se reverra très vite. Bon courage pour terminer cette année. Et prenez soin de vous surtout et à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Merci pour tout, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Bon courage. Merci, au revoir. Bonne fête de fin d'année. Merci. Bonne fête de fin d'année aussi. Merci à tous. Merci, à l'année prochaine. Merci tout le monde.